Poutine et la leçon d'histoire. Les images que vous allez découvrir sont peut-être davantage que bien d'autres choses le ressort de cette guerre que nous commentons depuis 15 mois. Et c'est pour ça que c'est particulièrement intéressant. On sait que pour la Russie, l'Ukraine n'existe pas vraiment, n'a pas réellement d'existence. L'histoire montre que l'Ukraine n'a pas d'existence réelle, que le fait national ukrainien n'existe pas, que l'Ukraine est une arrière-cour russe d'une certaine manière. Eh bien, alors qu'il y a que le frémissement de la guerre totale sur le front ukraino-russe se fait sentir, Vladimir Poutine apparaît à la télévision et se mue en professeur d'histoire pour asséner ce qu'il appelle une vérité, carte de Louis XIV en main. On va découvrir cette séquence, on va la commenter. Voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors quelle est cette séquence qu'ont découvert les téléspectateurs russes ? Regardez, Vladimir Poutine est assis à son bureau. Cet homme qui l'a rejoint et qui se tient devant lui, c'est Valery Zorkine, le président de la Cour constitutionnelle russe, l'équivalent de notre Conseil constitutionnel. Zorkine n'est pas venu les mains vides, il a apporté avec lui une carte géographique française. Écoutez leur échange. В Конституционном суде нашлась копия карты 17 века, составленная при Людовике XIV, середины, даже начала второй середины 17 века, составленная своими французами, самими французами. Что он должен, почему я привез ее? Владимир Владимирович, там нет Украины. Ну, конечно. Да. L'échange se poursuit, Poutine et Tzorkine se sont levés, ils se tiennent debout, côte à côte, devant cette carte en question, étalée sur cette large table. Écoutez. Почему я все же рискну вам показать? Потому что много было спекуляций насчет того, где истоки, где, как и что и как все это образовалось. Ces origines dont parle Tzorkine, ce sont évidemment les origines de l'Ukraine. Ну, мы знаем, что эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства. Вот и все, и оказались в составе Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала советскую Украину. Это хорошо известно. До этого никакой Украины не было в истории человечества. CQFD, l'Ukraine est une création soviétique, une création de la Russie soviétique. Elle ne peut pas prétendre à une existence autonome. Et ce qui frappe, c'est l'expression dans l'histoire de l'humanité. Non, l'Ukraine n'apparaissait absolument pas dans l'histoire de l'humanité. Alors on va s'y arrêter en détail sur cette histoire, mais juste avant, quelle est cette carte ? Est-elle effectivement française ? La réponse est oui. Cette carte est basée sur les travaux du géographe français Nicolas Sanson. Elle date effectivement des années 1650, mais cette œuvre n'a pas été publiée de son vivant. Elle est publiée en 1676 par un autre géographe, Alexis Jaillon, alors qu'il est au service du roi Louis XIV. Cette carte est nommée la Russie blanche de Moscovie. Est-ce qu'effectivement l'Ukraine n'apparaît pas ? Oui. L'Ukraine est absente de cette carte. En revanche, et c'est une nuance importante, il y a bien écrit noir sur blanc, Ukraine ou pays des Cosaques. Les Cosaques, cette population slave originaire de steppe, sont bien considérés comme les ancêtres des Ukrainiens. Pour la petite histoire, Cosaque veut dire homme libre. Là où Poutine a effectivement raison, c'est que l'Ukraine, telle qu'on la connaît, n'existe pas. C'est ça, il n'y a pas de nation ukrainienne. Enfin, il y a peu de nations européennes à l'époque, d'ailleurs, d'une manière générale. Vladimir Poutine, a-t-il raison de dire que l'Ukraine est une création soviétique, Lucille ? Eh bien, c'est là que le raccourci est rapide. À cette époque, une partie intégrée à l'Empire balte formé par la Pologne et la Lituanie, c'est l'empire dont parle Poutine, bascule du côté de la protection russe du tsar Pierre le Grand. L'autorité russe s'étend peu à peu sur toute l'Ukraine que l'on connaît aujourd'hui. Est-ce à dire que le fait national ukrainien n'existe pas ? Eh bien, pas tout à fait. D'abord parce qu'à ce moment-là, les Cosaques revendiquent déjà des valeurs communes. Ensuite,
Parce qu'en 1917, quand la révolution russe éclate, la République populaire d'Ukraine est proclamée, Kiev est la capitale. Pendant quelques années, l'Ukraine va rêver à son identité propre, même si elle est intégrée ensuite à l'Union soviétique en 1921. Jusqu'au moment où Staline décide de l'écraser. Dans les années 30, il instaure une politique brutale, collectivisation à marche forcée, refus de tout particularisme. C'est ce qui mène à la fameuse extermination par la faim qui fera 3 à 5 millions de morts. L'Ukraine devra attendre l'effondrement de l'Union soviétique pour affirmer son indépendance en 1991, avec ensuite les révolutions de 2004 et de 2014 qui feront encore plus ressurgir le sentiment ukrainien. Merci Lucille. C'est toujours bon de voir l'histoire. Stricto sensu, Vladimir Poutine peut avoir raison quand il dit que l'Ukraine n'existait pas en tant que nation et n'a pas existé en tant que nation jusqu'à 1917. Il a tort quand il dit que c'est la Russie, que c'est Moscou qui a créé l'Ukraine. On le voit, l'Ukraine existait quelques années avant. Mais est-ce que c'est le sujet ? Rime. Absolument pas. Évidemment que c'est pas pertinent. Et d'ailleurs, c'est assez pathétique de sa part de commander cette carte. Clairement, ça se sent du ton de cette conversation que c'est une conversation complètement commandée, arrangée. Et c'est pathétique parce qu'il essaye clairement, encore une fois, de justifier une guerre qu'il n'appelle pas une guerre, mais en fait, c'est une guerre. Et en fait, il a raison de faire ça parce que l'Ukraine n'existe pas et qu'elle est russe. La seule chose qui est pertinente, c'est le droit international. On est au XXIe siècle aujourd'hui. En 91, en décembre, l'Ukraine, dans ses frontières qu'on connaît aujourd'hui, qui incluent d'ailleurs la Crimée, est reconnue internationalement comme un pays indépendant. Et d'ailleurs, la Russie la reconnaît. Ils établissent des relations diplomatiques entre la Russie et l'Ukraine. Si je ne me trompe, en février 92, les deux pays établissent donc des relations diplomatiques. En 2000, quand le président Poutine devient président de la Russie, pourquoi est-ce qu'il n'a pas changé ça ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas rompu les relations diplomatiques avec l'Ukraine s'il ne reconnaît pas l'Ukraine ? Pourquoi est-ce que Poutine se plonge dans l'histoire au moment même, en plus, où la situation à ses frontières, au front, est si sensible? C'est un invariant de tous les despotismes. La réécriture de l'histoire immédiate ou l'histoire ancienne, fait partie du kit de tout tyran. Il ne la réécrit pas complètement, d'ailleurs. Il n'a pas complètement tort. D'abord, j'observe que... So what, comme diraient les Anglais. On en est quand même au stade où il faut aller fouiller de vieux grimoires pour exhumer une carte qui a 4 siècles d'âge, pour tenter de justifier, et on le fait mal. C'est-à-dire que même le tripatouillage du passé est bâclé, puisqu'on omet de caviarder la mention, donc Ukraine ou pays des Cosaques, on omet de faire disparaître 2 phénomènes quand même problématiques dans cette fameuse carte. C'est que la Crimée est indépendante, et que Saint-Pétersbourg est suédoise à l'époque. Bon. Et ça, on ne prend même pas le soin de le zapper. J'observe que la figure, pour moi, romanesque de l'historien de Sa Majesté, qui n'est pas historien, on l'a dit avec Lucille, qui est patron de la Cour constitutionnelle, a quelque chose, elle aussi, de pathétique. Il est servile, il est craintif, il vient apporter, abreuver le tsar de ses instances. Mais si vous voulez... ça renvoie pour moi à ce qui est la névrose de tous les empires déchus. On pourrait reprendre l'histoire de la Perse, par exemple, de ce que fera ensuite de son pays le Shah d'Iran, et d'ailleurs les Mollahs qui prendront sa suite. Il y a toujours cette nostalgie impériale qui est ravageuse. On l'a vu avec la Turquie, de Kemal Atatürk à Erdogan, il y a cette blessure inguérissable de la splendeur d'un empire naufragé. Et au fond, la France a mis du temps à se libérer de cette névrose-là. Et on pourrait parler des Britanniques aussi. Je terminerai par juste... une citation déformée de Bertolt Brecht, le fameux dramaturge allemand, qui disait « Puisque le parti et le peuple sont en désaccord, il nous reste à dissoudre le peuple. » Eh bien, en l'occurrence, puisque le parti et l'histoire divergent, il nous reste à dissoudre l'histoire. Jean-Claude, vous voyez réagir. Moi, j'ai noté que c'est le président de la Cour constitutionnelle qui vient lui apporter cette carte. Donc j'imagine que dans l'arrière-fond, c'est de dire juridiquement, nous avons des éléments qui nous permettraient de revendiquer. Sauf que, je dis bien sauf que,
mettons de côté la sincérité de la carte, sa valeur juridique, sa valeur surtout scientifique. Le droit international contemporain exige, lorsqu'il y a une revendication territoriale, que ce type de revendication territoriale soit réglé pacifiquement, en tout état de cause, par un accord de paix, et non pas par la force. C'est toute la différence avec les moyens anciens, c'est que vous ne pouvez pas régler une revendication territoriale par la force. Non, ça n'est plus possible, ça n'est pas possible. Et souvenez-vous, il y a eu un précédent, c'était l'affaire des Malouines. Mais là, même, Jean-Claude, sans aller jusque-là, est-ce qu'il n'y a pas un fait national ukrainien désormais incontestable, même s'il est relativement récent. Mais là, on voit qu'il y a des éléments culturels quand même d'unité. J'y venais. C'est pour dire que la démarche, évidemment qu'il y a un fait national ukrainien qui n'est plus contestable. Mais si l'image, parce qu'on commente cette image, l'image du président de la Cour constitutionnelle venant, effectivement, non seulement il est servile, mais à la limite, ça relève de l'émotion, mais on a envie de se dire, en termes de démarche, il aurait pu dire, voici la carte, et derrière, voici nos arguments juridiques. S'il est président de la Cour constitutionnelle, c'est pas le kidam de la rue. Donc, même là, l'argument est faible et il n'est pas construit. Donc, c'est vrai que c'est un peu, ça prête à sourire. On ne va pas invoquer l'histoire, mais la Première Guerre mondiale, c'est quand même l'histoire de la naissance des nations. Et certaines étaient dans l'esprit de ceux qui voulaient la proclamer, très récente également. Même l'Italie est une nation très récente, je crois. Pierre, je vous vois beaucoup sourire. Dès que vous avez découvert cette séquence, plus que consterné, vous avez été amusé. Oui, je trouve ça très intéressant que vous ayez sorti ce petit... comment dirais-je, cette petite parenthèse par rapport à toutes nos analyses géopolitiques, militaires, diplomatiques, etc., ou médiatiques, c'est extrêmement révélateur de l'esprit de Poutine. Parce que qu'il l'ait fait dans son bureau, qu'il s'en soit régalé, c'est une chose, mais qu'il se soit fait filmer et qu'il le montre, c'est un révélateur tragique. Et entre parenthèses, ça envoie malheureusement un message très mauvais par rapport à ceux qui disent il faut un règlement diplomatique, il faut s'entendre, il faudra une grande conférence. Non, quand on voit ça, pardonnez-moi, la comparaison n'est pas parfaite, mais pour moi, c'est Hitler avec les Sudètes. Si vous voulez, sur la carte des Sudètes de la Tchécoslovaquie qui est une construction complètement artificielle post-Première Guerre mondiale. Vous avez tout un remodelage après la Première Guerre mondiale sur les effondrements des empires, notamment l'Empire austro-hongrois qui est dépecé. Vous avez des parties de territoire hongrois qui passent à la Roumanie. Entre parenthèses, ça constitue la Transylvanie roumaine qui est peuplée de Magyars, c'est-à-dire de Hongrois. Ça fait l'objet aujourd'hui de tensions avec M. Orban, etc. Donc imaginez en Europe où pendant des siècles, on s'est fait la guerre. Et vous avez raison de citer indépendance tardive de l'Italie, 1859, Napoléon III qui va au secours du Piémont-Sardaigne et qui attaque les Austro-Hongrois l'Autriche, pour libérer l'Italie. L'unité italienne sera achevée en 1870-1871. L'unité allemande, elle date de 1871 dans la Galerie des Glaces de Versailles, après malheureusement la défaite de la France. Donc vous avez des remodelages permanents. Deux autres exemples qui montrent que tout ça est absurde, mais révèlent un espace mental tragique. Où est né... Pourquoi les historiens parlent de la Russie kievienne? La Russie kievienne, c'est le 9e siècle. Et en fait, ce sont des Nordiques, dit des Vikings, des Varegs, qui vont unifier, qui vont d'ailleurs éjecter des personnes qui se trouvent dans la région de Kiev et qui vont commencer à fonder là un État. Et on pourrait considérer, d'ailleurs, les Ukrainiens seraient à bon droit de dire mais la Russie, c'est nous. C'est une émanation de Kiev. Ouais. Les historiens parlent de la Rousse, de la Russie, les historiens de la Russie kievienne. Donc nous sommes la matrice de tout ce qui s'est passé. Donc c'est absurde. Et puis, comment dirais-je, second exemple, la Russie, par exemple, vous avez aujourd'hui même une portion de territoire russe qui appartient à la Fédération de Russie, qui s'appelle Kaliningrad, qui est Königsberg, qui est prussienne. Alors là, on peut vous sortir toutes les cartes du monde, ça a toujours été prussien depuis la nuit des temps. Donc cette approche est gravissime, elle correspond aussi à l'approche chinoise. Et c'est une espèce de, comment dirais-je, de débordement d'égout des siècles précédents, notamment 19e et 20e, où effectivement on regardait la carte, on prenait le territoire du voisin, et quand la diplomatie ou l'économie ne suffisaient pas. Et donc, Poutine, en exhibant ça, et tout dernier mot, un exemple qui rappellera des choses à Vincent, Saddam Hussein
avait tenté de justifier la guerre du Koweït en sortant des cartes anciennes où, à l'époque du Grand Empire qui était basé à Bagdad, le Koweït, enfin la zone aujourd'hui indépendante du Koweït, était rattachée à cet ensemble-là. Donc, on peut vous sortir des trucs dans tous les sens, mais ce qui est intéressant, et merci d'avoir sorti ça, c'est ce que ça révèle de l'espace mental de Poutine. Parce que moi, m'est revenu en mémoire ce qu'on disait de Vladimir Poutine pendant le confinement, pendant le Covid, où il était enfermé. On sait qu'il ne regarde pas Internet, qu'il ne se sert pas de son téléphone portable. Il lisait des livres d'histoire. Et c'est cette dimension mystique qu'a cette guerre, en tout cas dans son esprit, qui ressurgit peut-être à travers cette séquence. On va avancer, mais un dernier mot. Un dernier mot pour rappeler quand même, et c'est François Hesbourg qui le fait sur son fil Twitter aujourd'hui, ce qu'écrivait Voltaire en 1731. On l'a sorti, la citation. Voilà. On voulait avancer, mais on l'a sorti parce que c'est intéressant sur l'identité culturelle cosaque. Et lui, il appelle ça l'Ukraine, à l'époque, Voltaire. Et là, on est en... 1731. C'est ça. Et n'oublions pas que Voltaire entretient avec Catherine II, la grande impératrice, une très longue et très déférente correspondance. Quelle est la suite de ce texte? Je cite, il y en a pour 10 secondes. Il évoque l'Ukraine, Voltaire. Elle se mit d'abord sous la protection de la Pologne, qui la traita toujours en sujette. Elle se donna depuis moscovite, qui la gouverna en esclave tant qu'il le put, avant de la dépouiller du droit d'élire son prince. Donc même si on va invoquer les archives jaunies par le temps, ça ne tient pas à la route. Et dernier point, vraiment, tout ça dénote quand même d'une sorte de quête perpétuelle et fébrile de légitimité pour cette agression. Quand vous invoquez simultanément 3 justifications, dénazifier, désataniser et conquérir une Ukraine qui d'ailleurs n'existe pas, c'est que vous pouvez vous prévaloir d'aucune. Il y a quelque chose de fébrile là-dedans.